Bienvenue dans le podcast du cyber indépendant. Je suis Alexandre, entrepreneur digital, créateur de contenu et investisseur. À 25 ans, j'ai compris une chose. Je ne voulais pas d'une vie de salarié. Je voulais une vie à la hauteur de mes ambitions. Mon objectif, les 3 libertés financières, géographiques et temporelles. En 2018, j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en ligne. En quelques mois, mes activités sur Internet m'ont permis d'atteindre cette liberté. Depuis 2019, je partage mon expérience et j'aide celles et ceux qui veulent devenir libres grâce au digital. Pour aller plus loin, je propose des coachings, accompagnements et formations en ligne. Toutes les informations sont sur alexandrechimbaud.com et en description de cet épisode. Et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où cette fois on va s'attaquer à un gros morceau en ce moment qui est le morceau des agents IA. On en entend pas mal parler. J'ai passé beaucoup de temps, peut-être même trop de temps ces derniers jours, ces dernières semaines sur les agents IA et c'était pour moi, je trouvais hyper important de vous en parler dans ce podcast hebdomadaire. Donc c'est parti, voilà, je sais pas dans quel contexte vous allez écouter cet épisode. En tout cas voilà, prenez, un thé. Si vous êtes en voiture, moi j'adore écouter des podcasts en voiture, écoutez ça tranquillement, faites attention évidemment sur la route. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir ce podcast au format vidéo. Et juste avant évidemment qu'on passe au sujet de la semaine, on va faire un point actualité, voilà, comme la semaine dernière. La semaine dernière c'était le retour du podcast. Là, on commence à prendre nos marques et vraiment pour cette première news, c'est, vous le voyez sur YouTube, cette nouvelle caméra, voilà. J'ai eu des retours. Déjà, je vous remercie pour les retours que j'ai eu sur le premier épisode de ce podcast, de cette nouvelle saison, du retour du podcast. Et c'est vrai que la qualité, c'était pas ça, quoi. La qualité vidéo, je l'avais vu après, en fait, au niveau du montage, etc. Parce que pour votre information, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, sur d'autres chaînes YouTube également. Mais en fait, principalement, j'ai pas de plan fixe comme celui-ci aussi longtemps. C'est juste en fait en intro, ça dure 30 secondes et puis à la fin de la vidéo, ça dure 2-3 minutes, mais pas plus. Le reste du temps, en fait, je suis en tout petit sur l'écran, donc en vrai, la qualité, ça allait. Mais là, quand je reste comme ça, en gros plan, on va dire, pendant 1 heure, voire 1 heure et demie sur un épisode de podcast, ouais, franchement, c'est pas dingue du tout, donc il fallait quand même avoir un caméra digne des podcasts, une caméra, digne des podcasts. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans un appareil Sony qui fait du bon travail, je pense. Voilà, donc je récupère pour le côté technique le flux en 4K grâce au petit boîtier d'Elgato. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une qualité qui est plus convenable à YouTube. Voilà, donc ça va être cette caméra qui va nous accompagner sur ce format fixe, sur ce format, disons, à domicile, au quotidien, que ce soit sur le podcast, évidemment, et sur les vidéos YouTube. Voilà, donc je voulais parler de ça dans cette première actualité, parce que c'est quand même important de faire évoluer son matériel comme ça. Pour info aussi, j'utilisais, je vous la montre, donc si vous êtes sur YouTube, vous allez le voir, j'utilisais une webcam encore avant. Et en fait, je comprenais pas. J'avais une des webcams, si ce n'est la webcam la plus haut de gamme, qui devait donc en 4K, etc., de la marque Logitech. Et ouais, j'arrivais pas à avoir une bonne qualité. Et en fait, c'est en discutant avec un vendeur que j'ai eu le flash. En fait, il m'a dit, mais que en fait, les webcams sont vraiment... C'est fait en fait pour de la visio. C'est pas fait pour de l'enregistrement. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est pas con du tout. Et effectivement, même en prenant le modèle de webcam le plus haut de gamme possible, j'allais pas avoir une qualité vidéo digne, en fait, de produire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, il fallait investir et je l'ai fait. Donc
Voilà, je suis très content de cette nouvelle caméra que j'ai fini d'installer hier pour l'enregistrement de ce podcast, donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle ne va pas couper, etc., etc. On verra ça ensemble et au pire, de toute façon, je ferai un cut. Voilà, c'est pas grave. La deuxième actualité de cette semaine, c'est le site de mon agence Ask Optimize qui a fait peau neuve. Voilà, un tout nouveau site qui vient d'arriver pour présenter les services de mon agence. Donc voilà, ça me fait super plaisir également de vous annoncer le nouveau site. Donc vous pouvez y accéder en tapant tout simplement askoptimize.com, donc ASK collé, hein, OPTIMIZE, voilà, si j'ai rien oublié, OPTIMIZE, c'est ça, sans regarder en plus. Bon, ça reste assez facile. En tout cas, voilà, je suis super content que le site soit disponible. En plus, ça présente tous les services qu'on propose. Le site est beaucoup plus complet que le site précédent. Et voilà, c'est vraiment cool, c'est vraiment super. Vraiment, je vous invite à aller voir. Et pour vous parler rapidement de l'agence, car oui, un petit instant promo, voilà, ça fait toujours, c'est toujours bon de prendre comme ça un petit moment pour faire sa promo sur son propre podcast. Voilà, qu'est-ce qu'on fait au sein de Ask Optimize ? Eh bien, on vous accompagne dans la création de votre site internet, de votre boutique e-commerce, de votre tunnel de vente. Voilà, on s'occupe de tout, on s'occupe de mettre ce système en place pour vous. Voilà, on met en place ce système. Et ce qui nous différencie de la plupart des agences, de même 95% des agences, c'est que chez Ask Optimize, on vient du milieu web tunnel de vente. On vient du milieu web marketing. Et je me faisais la réflexion lorsqu'on retravaillait comme ça sur le site là ces dernières semaines, c'est que aujourd'hui vous avez une entreprise, vous avez 3 solutions aujourd'hui pour développer un site internet, votre présence en ligne, etc. La première solution, ça va être d'employer un salarié. Vous allez prendre quelqu'un qui va avoir ses compétences, qui va travailler au niveau de votre entreprise, etc., qui va vous créer le site, etc., etc. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un travail comme ça. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai fait comme ça pendant quelques mois, j'avais travaillé au sein d'une boîte et je m'occupais de la création de sites, etc. Mais voilà, le problème, c'est que les personnes vont vous faire un site web, vont l'entretenir au fur et à mesure, mais en général, ça va s'arrêter là. On va parler juste d'un site web. Après, il va y avoir toute une partie communication, etc. Mais voilà, on est sur une prestation, on va dire, qui fait le travail, il n'y a pas de souci, mais qui est, on va dire, assez moyenne, globalement. Ensuite, deuxième solution, ça va être de passer par une agence. Et là, eh bien, on s'est confronté quand même à pas mal de trucs. On a regardé ce que faisaient beaucoup de concurrents. Et c'est vrai que la plupart, en fait, de ces agences, ils vont vous vendre 2 choses. La première, c'est un site internet fonctionnel, donc un site internet qui tourne bien, qui est propre, qui est très esthétique surtout. Il faut vraiment miser là-dessus pour que vous ayez un beau site internet, que ce soit sympa à présenter aux futurs clients, aux partenaires. Voilà, c'est cool d'avoir un beau site. Un site qui est bien monté, en général, ils le font sur WordPress. Voilà, parce que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, après ça dépend, il y en a qui vont coder le site, mais en général c'est trop cher, donc ils le font pas. Mais voilà, on est sur un site donc tout à fait convenable, qui est très joli, qui est très fonctionnel, etc. Et la deuxième chose qu'ils vont vous vendre, c'est un référencement naturel. Le problème, c'est que ces agences-là, souvent, vont vous faire, pareil, un référencement de base. Et alors c'est bien, vous allez gagner des places sur Google, mais en général, voilà, ça s'arrête là. Ce qui va manquer vraiment, c'est cette partie marketing. C'est qu'ils ne vont pas en fait se poser les bonnes questions. Ils ne vont pas chercher à développer, à connaître votre avatar client, à développer un site en fonction pour vendre, en fait, pour acquérir de nouveaux clients. Ça va principalement être des sites vitrines ou des sites, parfois même one page, où vous allez avoir vos horaires, votre carte si vous avez un restaurant, etc. Voilà, donc il va vraiment manquer en fait cette partie marketing, cette partie tunnel de vente. Et puis demander à quelqu'un qui est funnel builder de vous faire un site internet, en général il va vous dire non, parce que lui est vraiment axé tunnel de vente. Donc c'est un peu le problème des agences aujourd'hui, c'est que en fait, grosso modo, ils vous font un beau site qui est bien fait, qui est correct, qui tourne bien, et qui a un référencement on-site basique, voilà, pour rentrer un peu dans les détails, et ça s'arrête là. Voilà.
Et la troisième option que vous avez au niveau de votre entreprise, c'est de le faire vous-même. Et là, j'ai d'ailleurs discuté avec un entrepreneur il y a quelques semaines. Lui, pareil, a créé son site lui-même sur Wix, parce que la plupart, en fait, on a remarqué qu'ils le font sur Wix. Ok, ça fonctionne, il a un site qui est sympa, etc. Mais en termes de référencement, c'est pas ça. En termes de technique, c'est pas ça non plus. Et globalement, le résultat n'est pas génial. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait sur Ask Optimize ces dernières semaines? On a pris toutes les problématiques et on s'est repositionné sur ce que finalement, en fait, il manquait réellement au niveau des agences. Et on remarquait en fait qu'en travaillant avec nos clients, c'est vraiment ce qui leur plaisait, c'est vraiment ce dont ils avaient besoin, c'est ce côté marketing. Donc c'est ça en fait qui nous différencie au niveau de Ask Optimize. Et si aujourd'hui vous avez une entreprise, que vous souhaitez avoir une présence en ligne, si vous souhaitez acquérir de nouveaux clients, eh bien je pense qu'on est clairement les meilleurs pour ça, puisqu'on va se focaliser là-dessus. On va pas vous faire le site le plus beau, ça c'est clair, hein, c'est pas notre objectif. On va vous faire un site qui est beau, mais ce sera pas voilà, le truc le plus classe du monde. Voilà, on sera pas avec des effets dans tous les sens, etc., du CSS à fond, parce que on sait pertinemment que ça va faire ramer le site et qu'il sera pas après derrière forcément hyper pertinent. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment vous mettre en place un système à clients, un système qui va vous ramener des clients et qui va vous permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Et c'est là où en fait on va s'axer par rapport aux autres. Le salarié qui va vous faire un site internet qui tourne et de la com au quotidien, l'agence qui va vous faire un beau site et se focaliser un petit peu sur les référencements naturels, et vous en fait qui allez tout simplement faire un site assez simple sans vous prendre la tête, puisque ce n'est pas votre cœur de métier. Donc c'est vraiment là où Ask Optimize, on a on va dire notre océan bleu en fait, hein, voilà, c'est que clairement on est positionné sur ce segment où on va vraiment vous aider sur la partie acquisition client. Et voilà, moi ça fait 8 ans que je fais des tunnels de vente, hein. Je pense à ça l'autre fois, je me suis dit mais waouh, ça fait un petit coup de vieux quand même. 8 ans que je fais des tunnels de vente, des sites internet, ça fait 12 ans que je fais des sites. Le premier site que j'ai fait c'était en 2014, donc ça commence à faire. Et voilà, c'est vraiment cool. Donc quel est notre process après? Je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo dédiée, mais pour être transparent, je vous le dis, on se repose beaucoup sur du vibe coding aujourd'hui, qui nous permet en fait de créer un site techniquement qui est hyper viable, qui est hyper fonctionnel, clairement, on se repose très peu, finalement on fait très peu de WordPress, parce qu'on se rend compte que souvent c'est un problème en fait, clairement WordPress. Voilà, si vous avez une agence web, que vous passez par là, clairement on a eu beaucoup de problèmes sur WordPress. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on cherche des solutions pour s'en sortir, pour sortir de ce WordPress. Et clairement voilà, aujourd'hui le vibe coding est pour nous peut-être la meilleure solution. Et puis surtout qu'on arrive à coder des sites de A à Z sans avoir besoin d'un développeur. Et ça rejoint un petit peu ce dont on va parler dans ce podcast. Et puis surtout, voilà, je viens du marketing, je viens du web marketing, donc clairement l'objectif c'est de convertir, c'est les chiffres, c'est l'acquisition, et voilà, c'est ce qui nous différencie le plus. Voilà, j'ai fait plus long que prévu sur cette partie-là. En tout cas, la troisième actualité, hein, rapidement j'y viens, de la semaine avant qu'on passe au sujet du podcast, c'est que je prépare également, enfin, elle arrive, la formation sur les tunnels de vente. Donc ça fait déjà un petit moment que je suis dessus, mais je veux vraiment faire un truc en fait qui va retranscrire le mieux ce que j'ai appris de ces 8 années de création de tunnels de vente. En gros, rapidement, un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est même pas un site internet, enfin j'aime pas qualifier un tunnel de vente de site internet, mais en gros, c'est un parcours client qui vous permet à la fin de convertir, de vendre. Vous avez une page 1, une page 2, une page 3, etc. Ça forme un tunnel, et à la fin du tunnel, l'objectif c'est de faire une vente. Voilà. Vous avez 100 clients, 100 prospects qui rentrent dans votre tunnel, et à la fin, l'objectif c'est d'avoir le plus de clients possible. Donc c'est ultra optimisé, et c'est idéal, ce type de stratégie est idéal. Vraiment, là je parle de tunnel de vente, je parle pas de site internet qui est optimisé pour la vente. Ça c'est ce que je vous ai expliqué au niveau de mon agence. Là, si on parle vraiment de tunnel de vente pur, avec un principe de lead magnet, d'acquisition client, donc de page de vente, d'upsell, de downsell, etc. Là, on s'adresse principalement aux infopreneurs, donc des personnes qui vendent des formations, aux coachs,
et à toutes les personnes qui vendent des produits digitaux du style e-book, etc., etc. Donc on s'adresse vraiment à ce type de personnes. Et si aujourd'hui vous avez votre business d'infoprenariat, de coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes, je sais pas, coach en musique par exemple, voilà, cette formation serait parfaite pour vous puisqu'elle va vous apprendre à créer votre tunnel de A à Z. Ou si aujourd'hui vous avez déjà un tunnel qui tourne par exemple, on va voir comment l'améliorer. Enfin vraiment voilà, c'est une énorme formation, je travaille dessus depuis pas mal de temps. Et je sais pas quand elle arrivera, j'espère la sortir au mois de mars, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Je travaille beaucoup en ce moment pour vous faire la formation la plus complète sur le sujet possible. Et je pensais d'ailleurs voir peut-être même intégrer un accompagnement à cette formation, histoire que vous ne soyez pas perdus, histoire d'avoir un suivi. Et puis également, voilà, ça fait le lien avec mon agence qu'on a vu juste avant, puisque si effectivement vous avez également besoin que vous créez un tunnel de vente, on peut le faire via l'agence, via Ask Optimize. Donc voilà, finalement ça fait, comme on dit, un cercle vertueux, et puis je vous en parle dans ce podcast. Donc voilà, je fais mon auto-promo. Voilà pour les actualités. On va passer maintenant au cœur du sujet, on va parler du podcast de la semaine, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. Je me dis, ça fait déjà 16 minutes que je vous parle des actualités. Normalement, pas plus de 10 minutes, mais voilà, ça déborde un peu. Je pense que ce podcast sera un peu plus long. Mais c'est pas grave, le sujet qu'on va traiter est tellement passionnant que je pourrais en vrai y passer des heures. C'est pas le but. En tout cas, vous l'avez vu donc au titre, on va parler des agents IA et est-ce qu'ils vont tous nous remplacer? On va parler d'OpenClaw, on va parler de CloudBot, on va parler également d'autres solutions. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est finito pour nous? Eh bien, vous allez le savoir dès maintenant. D'ailleurs, il y a 2 ans, je vous avais fait un épisode de podcast. Le titre, c'était quelque chose comme est-ce que l'IA va nous remplacer? Quelque chose comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'il a assez mal vieilli, dans le sens où il s'est passé énormément de choses ces dernières années, et encore plus depuis ce début 2026. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais c'est complètement dingue au niveau de l'intelligence artificielle et surtout au niveau des agents. Donc on va parler de tout ça. ChatGPT, Claude, Gemini, on nous dit que les agents IA vont nous remplacer, mais est-ce qu'on doit avoir peur? Il y a 300 millions d'emplois qui sont menacés, selon Goldman Sachs. Ça fait peur, mais est-ce que c'est vraiment une réalité? Donc dans cet épisode, vraiment l'idée c'est aussi de démonter les mythes, de voir les chiffres qui sont vrais. On va surtout voir ce que ça change concrètement pour vous, pour toi si tu fais du business en ligne. Et la question à se poser c'est est-ce que aujourd'hui vous avez peur en fait de ça? Est-ce que vous avez peur réellement que l'IA nous remplace? Ça, c'est vraiment la question à 1000 francs, on pouvait dire à l'époque de ma jeunesse. Mais voilà, donc c'est vraiment la question. Alors, on va parler un petit peu chiffres. Moi, j'aime bien donner les chiffres parce que ça permet quand même de situer un peu le truc. D'après Goldman Sachs, on l'a vu, il y a 300 millions d'emplois qui pourraient être détruits. Alors, c'est énorme, 300 millions d'emplois dans le monde. Je ne sais pas réellement combien il y a d'emplois après dans le monde. J'ai pas regardé au niveau de ces chiffres-là. Mais 300 millions, c'est quand même énorme. Je crois qu'en France, il y a à peu près 20 ou 30 millions de travailleurs. Mais bon, globalement, à l'échelle mondiale, c'est quand même assez énorme. D'après McKinsey, on a tous entendu parler de McKinsey avec ses histoires de contrats, de trucs payés, enfin bref, par l'État. 800 millions d'emplois seraient automatisables d'ici 2030. Donc quasiment 1 milliard d'emplois qui seraient en plus automatisables. Donc on serait à peu près entre les deux, on serait potentiellement entre 300 millions d'emplois détruits et 800 millions d'emplois automatisables. On aurait peut-être, on va dire, allez, fourchette moyenne, on va dire 1 milliard à peu près d'emplois en moins d'ici 2030. D'après les chiffres, il y a 44% des entreprises qui pensent que l'IA va provoquer des licenciements. Alors je trouve ce chiffre
pas si énorme que ça, pour le coup, 44%. J'aurais eu tendance à dire plus haut, hein, je sais pas, après moi j'aurais plutôt dit, du coup, plutôt 50-60. Bon, ça me paraît encore assez bas. On a également le Forum économique mondial, qui annonce que 22% des emplois dans le monde seront touchés d'ici 2030 par des agents IA. Là, c'est un chiffre qui nous parle un peu plus. Il y aurait quasiment un quart des emplois qui seraient touchés par les agents IA. Donc touchés, après, dans quel sens est-ce que ça sera du coup une partie qui sera remplacée? Est-ce que ça sera complètement détruit? Ça, on ne le sait pas encore. Et pourquoi quand même ces chiffres sont angoissants? Parce qu'on parle de chiffres astronomiques. Un 22% comme ça, ok, c'est... Le chiffre 22 en soi fait pas peur, mais c'est juste qu'à échelle mondiale, 22% des emplois, on parle là de millions, de centaines de millions d'emplois, ce qui est énorme. Il y a aussi les médias qui amplifient, il y a quand même une tendance un peu à la peur là-dessus, et on ne sait pas forcément où se positionner. Donc c'est normal quand même, je pense, avec tous ces chiffres, de flipper, soyons honnêtes. Je pense que c'est normal, mais derrière ces chiffres, en fait, d'après toutes les recherches que j'ai pu faire, il y a quand même pas mal de choses qui sont à nuancer, et donc on va les découvrir ensemble tout au long de ce podcast. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il faut d'abord définir ce qu'est un agent IA. Je ne vais pas vous parler de l'intelligence artificielle à proprement parler, parce que je vous avais fait un podcast il y a plusieurs années sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est l'intelligence artificielle. Tout le monde a au moins une fois utilisé ChatGPT. Et puis même, en fait, l'IA, on l'utilise depuis bien plus longtemps que ça. Moi je me rappelle à l'époque la première fois que j'ai eu un iPhone, il y avait déjà de l'IA dedans en fait. On utilise de l'IA au quotidien depuis très longtemps sans s'en rendre compte. Et même si on joue aux jeux vidéo depuis 30 ans, même plus, il y a de l'IA en fait. Le premier jeu que j'ai joué, Mario Kart en 97, quand je y ai joué la première fois, sur Super Nintendo, les PNJ en face, ce sont de l'IA. Voilà, donc en fait, l'IA est quand même partout. Mais l'usage de l'IA qu'on a depuis 3 ans via un système de chat, donc c'est pour ça, ChatGPT, via une fenêtre conversationnelle, c'est aujourd'hui beaucoup plus répandu, et je pense que c'est de cette IA-là qu'on parle en fait. On ne parle pas d'une IA qui est intégrée directement dans notre téléphone lorsqu'on recherche une photo, on ne parle pas d'une IA qui va retoucher automatiquement notre image. Non, là on parle vraiment d'IA via ce système. Et donc un agent IA, en fait, la différence par rapport à une IA traditionnelle, c'est un système qui lui agit de façon autonome pour accomplir des tâches complexes, sans qu'on lui dise quoi faire étape par étape. Aujourd'hui, vous ouvrez votre ChatGPT ou votre Claude, vous lui demandez par exemple comment faire une recette d'une pizza, je dis n'importe quoi, il va vous donner la recette. Voilà. Et ensuite, vous communiquez avec lui, en fait c'est du ping-pong, on se renvoie la balle, en fait, on discute avec l'intelligence artificielle. Là, l'agent IA, lui, va agir vraiment de manière autonome, d'où le mot agent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être dans son petit coin et qui va... vous allez donc échanger avec lui, mais parfois il va vous envoyer des petits rappels, des petits trucs. Il va bosser dans son coin. Et surtout, ce qu'il a, c'est que principalement, en fait, il est autonome, mais il a une mémoire. Il arrive à s'auto-améliorer, s'auto-corriger au fur et à mesure. Et c'est ça, en fait, qui change tout. C'est que là, c'est vraiment différent d'un chatbot classique qu'on peut retrouver avec son IA préféré, son LLM préféré du moment. Donc, exemple concret, je me suis noté un ChatGPT donc, qui répond, analyse, génère du code, Claude d'Anthropic qui rédige, résume, conseille, et il y a également, on peut après donc mettre en place, donc ça c'est les IA, on va dire, classiques, là, les LLM classiques, et on peut avoir un agent, lui, par contre, c'est différent, par rapport au fait de répondre, d'analyser, de générer du code, de rédiger, etc. Lui, l'agent, il peut, de manière autonome, gérer les emails, créer du contenu, faire du SAV tout seul. Donc c'est une différence fondamentale. Avant, c'est un outil, maintenant, c'est un assistant autonome. Et c'est ça, en fait, qui définit vraiment un agent IA. Ils ne font plus juste une seule tâche, ils ne sont pas monotâches, ils enchaînent les tâches. Et de manière proactive. En fait, ça n'a rien à voir. Je vous parlerai d'OpenClaw un petit peu après, mais concrètement, c'est pas du tout le même système. En fait, ça n'a pas du tout le même fonctionnement.
Donc voilà, je pense que vous avez déjà utilisé ChatGPT, Claude, vous avez plus ou moins touché à ça, mais vous n'avez pas encore le côté autonome. Et donc, je vous fais comme ça un petit, comment dire, un petit virage vers OpenClaw. Voilà, OpenClaw, on en entend parler depuis à peu près 3 semaines maintenant. Ça s'appelait CloudBot avant, ça a été renommé plein de fois. Et c'est tout simplement un truc de dingue. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs complète sur la chaîne YouTube parce que en fait il y a beaucoup de choses à dire. Pour la faire assez court, donc c'est un système qui est open, qui est libre de droit, enfin pas libre de droit, mais qui est, comment dire, je cherche le mot depuis tout à l'heure, j'essaie de le trouver mais je le trouve pas. J'ai pas pris de note sur cette partie-là, mais qui est open source. Voilà, je vais y arriver, il y avait le mot open dedans, voilà. Et donc dessus, en fait, vous l'installez sur un ordinateur. Alors, je vous déconseille d'installer OpenClaw sur votre ordinateur personnel, parce qu'en fait, il pourrait avoir accès à toutes vos données. Donc c'est très dangereux. Il faut le faire soit sur un ordinateur dédié, donc si vous avez un ordinateur en RAB, un PC portable, une vieille tour ou quoi, vous pouvez le faire. Après, il faut voir la puissance, etc. Soit vous l'installez sur un VPS, donc un ordinateur distant. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec la solution Dostinger. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai installé mon OpenClaw, il tourne en continu. J'ai installé un système pour échanger avec lui via Telegram. Donc je discute avec lui via l'application Telegram, ce qui m'évite en fait d'aller sur l'ordinateur, de me connecter au serveur et de faire en fait tout à la mano finalement. Je discute avec lui sur Telegram. Et l'avantage d'un agent, c'est qu'on peut lui intégrer des skills, des compétences. J'ai expliqué ça à un ami il y a quelques jours. C'est exactement comme dans Matrix. Matrix, le premier, je crois que c'est Neo. Il est installé donc sur une chaise comme ça, il est en arrière. Et en gros, Neo, c'est CloudBot. Voilà, c'est exactement ça. En fait, il est comme ça posé. Et je sais plus, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu Matrix, hein, ça fait peut-être 6-7 ans, et on lui injecte le code pour qu'il maîtrise les arts martiaux. Voilà, ben, c'est exactement ça, en fait. OpenClaw, c'est Neo, et les skills, en fait, c'est la compétence de champion, ceinture noire de karaté. Voilà, c'est exactement ça. Et donc on peut intégrer des skills. On peut intégrer sur notre agent IA, sur notre Claude OpenClaw, on peut lui intégrer des compétences. Moi je lui ai intégré très rapidement la compétence Whisper. C'est-à-dire que je peux échanger avec lui en faisant des messages vocaux. Ce qui m'évite de taper, moi j'aime pas trop ça, des fois je pense à un truc rapide. Donc je prends mon téléphone, je lance Telegram, et au lieu de parler à un ami, eh bien hop, je vais sur la conversation que j'ai donc avec lui, OpenClaw, je lui fais un message vocal, il va transcrire le message et il va faire ce que je lui demande. Donc ça déjà, c'est top, hein, c'est vraiment bien cette fonctionnalité-là. Mais après je lui ai mis d'autres trucs en plus. Voilà, pour le référencement naturel. Pour vous donner une idée, alors il y a plein d'usages complets, mais je vous ferai, je pense, vraiment une vidéo dédiée. Je crée pas mal de sites pour les clients via justement l'agence AskOptimize, et puis aussi pour moi, ouais, je me fais plein de sites d'affiliation, c'est un truc qui fonctionne encore très bien, surtout aujourd'hui avec les outils de maintenant, c'est canon en fait à faire. Et donc, j'ai un agent, donc il y a après le système de sous-agents, c'est-à-dire que lui, en fait, est autonome, il peut créer des sous-agents spécifiques pour une tâche, et il a un sous-agent qui est dédié à l'analyse SEO, sémantique, des différents sites internet. Donc dès que j'ai fini de faire un site, je lui envoie l'URL du site, et en fait il fait son analyse quotidienne, hebdomadaire de ce site, il voit la position Google, il voit si tout va bien, etc. Il m'envoie un rappel, je peux lui dire envoie-moi un rappel tous les jours à 9h du matin, fais-moi un audit de tous les sites, assez court, etc. Et il peut me le faire. Voilà. C'est tout simplement dingue. Voilà. Il m'a même proposé de se connecter à ma Google Search Console pour tout analyser. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça sera, je pense, une prochaine étape. Après, faire attention à la sécurité, etc. Parce que c'est encore assez récent. Et il y a aussi beaucoup de petits malins qui, sur le store, on peut acheter tous les skills. On peut pas les acheter, mais les télécharger puisqu'ils sont gratuits. Mettre des hacks en fait. Enfin, ils essayent des virus, des hacks, etc., etc. Ils essayent de nous scam. Donc, il faut faire attention à ça, évidemment. Mais voilà, c'est un des usages, mais il y en a plein. Hein. Je peux créer un agent qui gère tous mes emails. Donc, via une clé API, je pourrais me connecter en sécurité quand même et lui mettre juste un droit de lecture pour qu'il puisse lire mes emails et analyser.
et me faire un retour quotidien. Donc voilà, en fait, je peux quasiment tout faire. Et il y en a beaucoup sur X qui achètent en fait plein de Mac mini, qui se font en fait une usine comme ça d'agents. Bon, c'est un petit peu overkill, c'est pas nécessaire, les VPS fonctionnent mieux. Il y a même les Chinois qui se mettent à développer. Alors c'est pas des Chinois, mais on peut. Il y en a qui essayent de créer, je crois, PicoClaw, une version beaucoup plus légère en fait d'OpenClaw qui pourrait être installée sur un tout petit appareil, un Raspberry. Voilà, il y a plein de choses, mais je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à OpenClaw, je pense plus tard. Mais voilà, en gros pour vous expliquer un peu en long et en large ce qu'est un agent IA, et ça change complètement la donne. Clairement, c'est assez ouf. Donc maintenant, qu'est-ce qui va impacter? Quelles sont les premières têtes qui devraient tomber à cause de ces agents IA? Je me suis noté comme ça, j'ai fait quelques recherches et je me suis noté un peu, pour moi, les métiers qui allaient sauter et pour quelles raisons, en fait. Et le premier, pour moi, c'est les copywriters. Voilà, le métier de copywriting, aujourd'hui, pour moi, j'avais déjà dit il y a 2 ans, mais encore plus maintenant, j'en vois de moins en moins. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins de copywriters qui me contactent pour me rédiger mes tunnels de vente, mes pages de vente, etc. Parce qu'en fait, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, avec l'IA, j'ai un texte de qualité qui est généré en quelques secondes. Alors, c'est ce que je fais pour moi, c'est ce que je fais pour les clients au sein de l'agence Ask Optimize. On génère 90% du texte avec l'intelligence artificielle. On a prompté à fond, c'est quand même pas mal d'heures, même de jours de travail pour avoir un prompt qui est hyper bien. On récupère donc un texte de vente qui est hyper optimisé, et après on revient à la main dessus, à la mano, on rajoute des trucs, on modifie des tournures de phrases, etc. pour s'inspirer un peu du discours de notre client, du positionnement, etc. Mais aujourd'hui, tout le travail en amont est fait avec l'IA, clairement. Donc on gagne énormément de temps. C'est du temps de dingue en fait qu'on gagne, parce qu'avant, rédiger une page de vente, ça prenait une journée entière, il fallait mobiliser quelqu'un pendant une journée. L'enfer. Moi, quand je faisais mes premières pages de vente, mes premiers textes de vente, c'était infernal, vraiment. J'avais même présenté un outil il y a quelques années, ça s'appelait, je crois, Scriber, un truc comme ça. C'était un texte à trous, en fait. C'était pas mal à l'époque. Mais ouais, compliqué, ça prend beaucoup de temps, et voilà. Donc ça, le métier de copywriting, voilà, je pense que ça va prendre cher assez vite, parce que en fait, on peut avoir un texte qui est même meilleur que certains copywriters, et puis le métier copywriting est très cher, une prestation de copywriting, c'est plusieurs milliers d'euros des fois, donc voilà. Ensuite, le service client. On a des agents qui répondent hyper bien 24/24. Donc ça, on en voit de plus en plus, de toute façon, des chatbots, il y en a partout. J'avais un petit truc à faire pour l'assurance maladie hier, et en fait, c'est que du chatbot, quoi. Donc c'est dingue, il y en a partout. Création de contenu, on le voit de plus en plus. Les articles, voilà, toutes les personnes qui vont rédiger des articles de blog. J'écoute quotidiennement aussi le podcast des Wizards, j'apprécie beaucoup d'ailleurs leur contenu. Voilà, si un jour vous passez par là, un gros big up, parce que c'est super enrichissant votre contenu. Et justement, ils parlaient qu'au niveau des articles de blog, maintenant ils font tout avec l'IA. Ils ont créé même leur propre solution, je crois que c'est WiseOne, un truc comme ça. Et en fait, c'est pareil, ils payaient des malgaches pour des textes, des articles à l'époque, qui étaient bien, clairement, apparemment, qui étaient bien, mais en fait, même plus besoin, quoi. Même plus besoin. Les newsletters, c'est pareil. Moi, j'utilise quand même l'IA pour la newsletter. Je l'ai toujours dit, moi, je suis pas très très bon en écriture. Enfin, c'est que ça me saoule, en fait, clairement. Je déteste écrire. C'est beaucoup de temps. C'est hyper chiant, je trouve. Voilà. Donc newsletter, c'est pareil. Après voilà, je relis à la main, je corrige, etc. Et puis les scripts des vidéos, c'est pareil. Aujourd'hui, toutes les grosses vidéos que vous voyez sur les threads d'horreur, etc. Les threads d'horreur plutôt, etc. En fait, il y a beaucoup d'IA derrière. C'est clair et net. Le gain de temps est énorme. Voilà. Il y a peut-être encore des boîtes qui payent des personnes pour faire des recherches, pour rédiger des articles, pour rédiger des vidéos, etc. Mais en vrai, l'IA, c'est hyper disruptif sur ça. Ouais. Ensuite, le graphisme. C'est pareil, le graphisme, quand on voit déjà ce qu'on peut faire avec Canva aujourd'hui, c'est assez dingue, quasiment tout le monde est graphique. Moi je le vois un truc aussi, c'est à côté de chez moi, il y a un restaurant, un bar-resto,
Et je pense qu'ils ont découvert l'IA il y a quelques mois, et ouah, c'est incroyable. Ils sont passés des vieilles affiches pour présenter leur menu, fait sur Word ou Paint, mais hyper mal foutu, avec les logos même pas détourés, les trucs écrits avec El Famoso Comics sans MS. Les trucs un peu à l'ancienne. Vraiment pas. Voilà, mais c'est pas leur boulot, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et là, ils me sortent des affiches. Moi, je me régale à chaque fois. Ce matin, je voyais leur affiche de menu. C'est incroyable. C'est trop bien fait. Enfin, c'est de l'IA, ça se voit. Ben, moi, je le vois. Mais on dirait qu'ils ont employé un graphiste à temps plein pour leur faire des photos des plats. Il y a des beaux effets graphiques. C'est super comme boulot. C'est super. Et moi, je me rappelle quand j'avais des cours de graphisme il y a 10 ans, lorsque j'étais à l'UCPA, donc mon école de DJ que j'ai fait entre 2014 et 2016, on avait des cours de graphisme parce qu'on faisait des flyers dans les boîtes, etc., où on travaillait. Et ouais, c'était un ancien monde, quoi. Fallait qu'on récupère les images sur Google, mais c'était compliqué. Fallait aller sur des sites d'images libres de droit, fallait les importer, fallait faire ci, faire ça. Aujourd'hui, on demande fais-moi un flyer comme ça et te le fait, quoi. Donc voilà. Déjà qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus simple avec Canva. Aujourd'hui, on a tout en un clic. Ensuite, gestion de la publicité. Donc toutes les personnes qui gèrent, qui font du SIA, donc la publicité, aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités d'intégrer de l'IA, des agents qui vont optimiser les publicités et les campagnes. Voilà, il y en a de plus en plus qui s'y mettent à ça. Donc c'est pareil, je pense que c'est un métier qui va perdre quand même en vitesse. Je pourrais faire un peu la même chose pour le référencement naturel également. Je pourrais faire un peu le même constat. Voilà. Et puis dans tous les métiers, ce qui va être data, analyse, clairement, extraction et interprétation automatisée, ouais, on peut quasiment tout intégrer en fait. Hein. On peut quasiment tout intégrer. Donc voilà, hein, la question à se poser, c'est si aujourd'hui vous faites de l'affiliation, du contenu, de la vente en ligne, la question quand même à se poser, c'est est-ce qu'on a encore besoin de moi? C'est ça la vraie question. Là, tous les métiers que je vous ai donnés, je pense que ça fait mal, clairement. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager via ou envoyez-moi juste un petit message sur Instagram, à me donner votre avis sur la question. Si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire pour savoir où vous vous situez par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes là-dedans? Et si c'est le cas, ben voilà, est-ce que vous le sentez bien ou pas? Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Enfin voilà, bon, ça fait un peu peur tout ça, mais pourquoi d'ailleurs on a cette peur? Rapidement, pour faire un petit côté dev perso, parce que faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi on a cette peur un peu ambiante, etc. Parce que, en fait, ça reste encore que prévisionnel. Il y a plein de fois où on s'est dit, bah ça va disparaître, et finalement, ça n'a pas disparu pour autant. Donc en tout cas, pour moi, hein, la peur, de toute façon, on le sait, ça vient de l'inconnu. Ça vient de la vitesse du changement. Fondamentalement, en tant qu'être humain, on a toujours un peu peur du lendemain, on a toujours peur de l'inconnu. Quand il y a de nouveaux trucs comme ça qui arrivent, on se dit, mais c'est pas possible. À l'époque d'Internet, alors moi j'étais trop jeune pour ça, mais à l'époque d'Internet, c'était un peu pareil. Quand Internet est arrivé, waouh. Alors il y en a qui ont dit que non, ça marcherait jamais, d'autres qui ont pris peur, et d'autres qui se sont dit, c'est génial. Voilà, bon. En fait, c'est normal, puisque c'est une nouvelle technologie qui est arrivée. Faut aussi se dire un truc, hein. Et bah, j'en fais un peu partie. Mais j'avoue, mais à culpa, j'en fais un peu partie. Mais les médias surjouent sur le catastrophisme. Alors, pourquoi j'en fais un peu partie? Parce que au titre de ce podcast, voilà, les agents IA vont tous nous remplacer. Bon, ça fait un peu peur. Non, mais voilà, en fait, il y a toujours le biais de négativité, le biais de la peur, qui est actionné et beaucoup plus actionnable, parce que ça fait plus de vues, en fait, et beaucoup plus actionnable dans le sens où c'est beaucoup plus facile de parler d'un problème que de parler de trucs qui sont géniaux et que tout est parfait, quoi. Et puis l'histoire a toujours eu de toute façon des vagues technologiques, hein. Il y a eu l'imprimerie à l'époque, voilà, donc en 1500 et quelques, je veux pas te dire de bêtises, mais il y a eu l'imprimerie qui a révolutionné, en fait à l'époque, hein, il y avait des scribes qui écrivaient comme ça les livres à la main, c'est ce qu'il faut se dire. Il y a l'ordinateur qui est arrivé, surtout l'ordinateur personnel, où là c'est pareil, d'après les recherches on se disait mais non, ça va tuer, enfin, on n'aura plus de travail du tout, quoi. On se disait déjà ça à l'époque de l'ordinateur. Et Internet, pareil. Internet, voilà, c'est la fin du monde, quoi. Et à chaque fois, on a la même peur, le même résultat, et il y a la destruction de certains métiers, plus la création de nouveaux. Voilà, on a le principe de la destruction créatrice qui souvent arrive.
et tant mieux dans un sens. En tout cas, l'erreur fatale, même le mot est peut-être un peu fort, hein, mais c'est de ne rien faire par peur, de rester immobile. C'est le piège un peu quand on voit un truc arriver comme ça, de se tétaniser, de plus bouger, et se dire bon bah je vais me le prendre en pleine face, c'est pas grave. En fait non, il va falloir trouver des solutions, et ça je vais vous les donner, hein. L'idée d'un podcast, c'est pas juste en fait de parler d'un sujet, et de vous laisser comme ça en mode hop, débrouillez-vous. Je vous ai donné la semaine dernière, je vous ai parlé de mes 10 leçons essentielles pour entreprendre. L'idée, c'était que vous puissiez les appliquer et ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de vous aider et de voir que finalement, en fait, les agents IA, c'est peut-être une super opportunité. On va le découvrir, évidemment, à la fin du podcast. Et puis, bah voilà, si vous ignorez tout ça, les concurrents, eux, ils vont pas gêner d'utiliser l'IA, en fait, hein, clairement pas. Et vous non, bah vous allez prendre du retard. Et le vrai danger, en fait, c'est peut-être pas forcément l'IA, mais c'est peut-être juste de rester seul au même endroit. C'est peut-être ça l'idée, en fait, c'est de pas les utiliser. Il y a un OpenClaw qui arrive, ça prend pas beaucoup de temps à se créer, c'est gratuit, etc. Ça prend pas beaucoup de temps à se mettre en place. Faites-le, en fait. Hein. Il y a plein de choses comme ça où il faut être quand même, se tenir à jour et être quand même en perpétuel mouvement, sinon on se fait dépasser et les conséquences peuvent quand même, sur le long terme, pas être géniales. Voilà. Alors, on va parler maintenant de solutions. On va voir, je vous ai noté là comme ça, les solutions que vous pouvez adopter pour vraiment, survivre, on va dire, à tout ça. Et vraiment, moi, ce que je me suis dit, c'est vraiment en fait une question de positionnement. C'est vraiment une question de comment on se situe par rapport à tout ça. Et pour moi, hein, la première chose, c'est de changer de mindset. Voilà, alors je sais, il y a des mecs qui... Je suis tombé sur des vidéos, des mecs qui disent « Ouais, mindset, bullshit. » Non, mais en fait, c'est hyper important de avoir le bon état d'esprit en fonction de ce qu'on a en face. Et souvent, c'est des personnes en fait qui ne sont jamais posées de questions pour quoi que ce soit. Voilà, clairement... Bref, je pourrais faire un podcast là-dessus également à l'occasion, mais ça me fait doucement rire. Voilà. Donc il y a une certaine remise en question à avoir, il faut changer son paradigme par rapport à ça, et de se dire qu'en fait, vous n'êtes pas en compétition avec l'IA. En fait, il ne faut pas se mettre en position 1v1, on sort les gants de boxe et on est contre l'IA. L'IA, elle remplace principalement des tâches, mais pas des métiers complets. C'est ça en fait la nuance. C'est qu'il y a des tâches qui peuvent être complètement remplacées par l'IA. C'est parfois très bien, parce que c'est des tâches qui souvent sont pas géniales, mais pas pour autant le métier dans son ensemble. D'après les recherches que j'ai pu faire, il y a seulement 5,1% des emplois qui ont un vrai remplacement, un vrai potentiel de remplacement total. Et 13,4% qui sont plutôt augmentés par l'IA. C'est-à-dire qu'on a entre 2,5 fois plus de métiers qui seront plutôt augmentés par l'IA que des métiers qui seront totalement remplacés. Et ça, en fait, ce chiffre remet un petit peu, on va dire, l'équilibre dans la balance par rapport au premier chiffre que je vous ai donné au début de ce podcast. C'est vrai que vu comme ça, on se dit, ok, il y a peut-être vraiment des métiers qui vont disparaître, ça c'est sûr, mais combien de métiers vont être augmentés grâce à l'IA? Combien de choses, de projets seront meilleurs, de recherches seront meilleures? C'est ça en fait, il faut voir également ce côté de verre à moitié plein. En tout cas, il y a 4 choses vraiment que l'IA ne peut pas faire et peut-être ne pourra jamais faire. Et ça, c'est une bonne chose. La première, c'est créer vraiment une vraie relation de confiance avec une audience. Et c'est ce que je vous avais dit un petit peu la semaine dernière dans le podcast. Pourquoi je revenais aussi sur ce format-là, puisque ça manque. En fait, déjà, moi, j'adore ce format-là. Ça me permet d'échanger comme ça, à la cool, avec mon audience. Donc ça, vraiment, c'est super. Mais surtout, c'est un bon moyen de prendre à contre-pied l'IA et toutes les vidéos qu'on peut voir qui sont générées avec l'IA, des vidéos qui sont faites comme ça d'un clic, qui n'ont pas réellement d'âme. Là, au moins, vous avez un être humain qui vous parle quasiment en face de vous. Même si je suis pas en face, on est de manière interférée avec le nouvel appareil photo pour le format vidéo et pour les vidéos de la chaîne YouTube, qui rame un petit peu, j'ai l'impression. Ça, vous le verrez pas si vous écoutez le podcast
au format audio, mais sur YouTube, voilà, il y a un petit peu de saccade. C'est peut-être plutôt l'ordinateur, ça, à régler. J'espère que ça va pas trop arriver. En tout cas, voilà, l'IA ne peut pas créer de vraies relations de confiance. Alors, il y a des personnes qui se confient avec l'IA, il y a le film Her, H-E-R, qui était très bien, que j'avais regardé il y a quelques mois, qui parlait justement d'un homme qui est tombé amoureux de son IA, voilà, qui échangeait au quotidien avec elle, etc. Bon, en fait, c'est bien, mais c'est pas une vraie relation de confiance avec une audience. Ça n'a rien à voir, en fait. Deuxième chose que l'IA ne pourra pas faire, c'est avoir une expérience vécue, une histoire personnelle. Je pense que vous, c'est pareil, mais quand on a des amis de longue date, on parle toujours des moments qu'on a vécu, des expériences, des moments qu'on a fait. Voilà, des fois, c'est des trucs, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est ça qui nous remplit de joie, de bonheur. Il y a la nostalgie, il y a tout ça. Ça, l'IA n'est pas capable de partager une expérience. Elle peut pas nous dire ouais, il y a 6 mois, ouais, tu m'as raconté un truc, on a eu une longue discussion sur un sujet, j'ai trouvé ça génial, etc. Non, non, non. L'IA est une machine, donc elle va pas raisonner comme ça. Elle va pas avoir ce côté humain. Troisième chose, ça va être de prendre des décisions stratégiques complexes avec du contexte humain. Parce qu'en fait, souvent, l'IA va avoir parfois trop une décision qui va être pragmatique. Alors, pragmatique, des fois, elle va rajouter un contexte humain, mais elle ne peut pas se mettre totalement dans la peau d'un humain. Alors, peut-être pas encore, mais ce n'est pas encore le cas, clairement. Et ça, eh bien, c'est pour ça que c'est important de prendre ces décisions. C'est pas à l'IA, en fait, de prendre les décisions finales, finalement. Et puis, la quatrième chose, c'est de vendre à des humains de façon authentique. Voilà, on peut faire vendre à une machine, à une IA, des choses, mais ça sera plus authentique de le faire en étant un humain derrière. Donc pour toutes ces choses-là, en fait, c'est important. Et le positionnement à dire, c'est que l'IA, en fait, c'est votre assistant, mais pas votre remplaçant. Et moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est un moyen augmenté. Le piège à éviter, c'est de croire que si on se cache derrière l'IA, sans apporter non plus de la valeur humaine, on deviendra invisible. Faut pas non plus tomber là-dedans. Je suis pas, moi, personnellement, tombé là-dedans. L'idée, c'est quand même d'être là, et d'être là, mais de manière augmentée grâce à l'intelligence artificielle. Petite anecdote comme ça, mais j'ai quelqu'un que je connais qui fait une campagne politique, et je me suis rappelé quand même il y a quelques jours, je leur ai rappelé que d'utiliser l'intelligence artificielle, il fallait le faire quand même de manière intelligente. Voilà, parce qu'en fait, tout, que ce soit leur poste, leur programme politique, tout, en fait, c'est du ChatGPT, question de ChatGPT, export. Ça se voit à des kilomètres. Ils sont en campagne politique dans un petit village, c'est fou, hein. Mais il n'y a même pas de photos du village. En fait, c'est des photos générées sur GPT Images qui ne reflètent pas du tout. On ne reconnaît même pas le village d'ailleurs, mais tout est... il n'y a plus d'humain, en fait. C'est complètement... c'est ChatGPT, en fait, qui est en campagne politique, quoi. Et je sais pas s'ils vont gagner ou pas cette campagne. Moi, je pense pas. Je vois pas comment, en fait, avec une stratégie comme celle-ci, avec un positionnement en plus ouvertement IA, etc., avec aucune humanité, en fait, qui transpire des posts, qui transpire de la communication, etc., je vois pas comment, en fait, ils peuvent passer dans un petit village comme ça de campagne. Donc voilà, après, peut-être que je me trompe, mais clairement, je me suis permis de leur rappeler que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne doit pas se faire autant de cette manière-là, mais doit juste être une solution augmentée, et que la base, en fait, reste un socle humain. Et ils m'ont bloqué. Voilà. Donc, voilà, comme quoi, même la critique, aujourd'hui, même si elle est constructive, avec des arguments, etc., ne suffit pas. Voilà, et c'est pas en plus un message que j'ai fait avec ChatGPT. Voilà, donc il y en a qui vont avoir une mauvaise utilisation de l'IA et qui vont en fait se dire allez, je me repose derrière, c'est que l'IA qui tourne. Voilà, c'est bon. Tout comme de nombreuses chaînes qui arrivent YouTube qui sont que de l'IA, du contenu qui est que de l'IA, etc. Voilà, et ça c'est quand même dommage. Ensuite, la solution, ça va être aussi d'identifier ce que l'IA peut faire pour vous dès maintenant. Parce que l'IA, elle peut faire plein de choses. Et la première chose, ça va être vraiment de déléguer des tâches chronophages et répétitives. Alors ça, quel bonheur, faut se dire, quel bonheur d'avoir aujourd'hui quelqu'un, vous allez payer 20 euros par mois sur un abonnement ChatGPT ou 18 euros par mois avec un abonnement Claude. Cette personne, elle va vous faire de la rédaction de premier jet. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le syndrome de la feuille blanche,
finito. Et ça, quel bonheur, parce que ça, quel bonheur. Vous allez avoir un plan que vous êtes fourni. Donc ça, c'est bien. Recherche d'informations. Ça, un temps fou d'aller sur Google, surtout que les 3 quarts du temps, on tombe sur des sites bourrés de publicité ou des infos qui sont bancales. Donc là, au moins, l'IA peut faire ce travail de recherche d'informations à votre place. Réponse à des emails standards. Moi, je reçois beaucoup d'emails, des partenariats, des clients, etc. etc. Je rédige en fait la base de l'email. Je fais ce qu'on appelle une réponse rapide. Je me relis pas, c'est bourré de fautes d'orthographe, il n'y a pas de mise en page, etc. Mais en fait, je fais corriger directement avec l'IA mon email pour que ce soit un peu plus pro. Et je change quand même quelques tournures de phrases parce que c'est pas mes mots, des fois c'est un peu trop rigide et c'est un peu dommage quoi. Et il y a également de la génération d'idées de contenu. C'est très pratique. Alors moi je sais que je l'utilise pas forcément pour ça, parce que moi les idées de contenu je les ai, mais je vais donner mes idées de contenu et ça va me permettre d'affiner mon positionnement. Voilà, c'est plutôt ça. En tout cas, je pense qu'il faut absolument garder le contrôle, surtout en tant que créateur de contenu, sur la stratégie à adopter, vraiment, l'angle créatif, quel angle il faut avoir, la relation avec son audience, ça c'est hyper important, voilà. J'aurais pu faire des podcasts aussi en remplaçant ma voix par Eleven Labs, en remplaçant la vidéo par une IA. Aujourd'hui, c'est ma voix et c'est la vidéo. Donc voilà, faut pas tout remplacer en fait par l'IA. Et puis des décisions business importantes. Moi j'avais demandé un petit peu des fois à ChatGPT me faire une analyse sur le business, etc. Mais je trouvais que c'était pas pertinent. En fait, c'était un petit peu trop rigide, en fait, c'était un petit peu trop prévisible. Et c'est un peu dommage. Voilà. Donc l'objectif de se dire, c'est que vous allez gagner du temps et se concentrer sur ce qui crée vraiment de la valeur. Ce podcast-là, pour moi, crée de la valeur. Par contre, les 2 heures que je vais passer, les 3 heures que j'aurais dû passer à tout rédiger à la mano, à vraiment tout préparer, etc., même le travail de recherche que je suis en train de faire, etc., la plupart du travail a été fait par l'IA, là, pour ce podcast-là, j'aurais perdu beaucoup de temps. Je préfère vous délivrer le podcast et pas passer non plus une demi-journée ou voire une journée entière dessus. Et puis même pour moi, le coût, en fait, ce podcast n'est pas rentable. En même temps, c'est que le 2e épisode, donc ça prendra, je pense, un petit peu de temps. Mais ce podcast n'étant pas rentable, je peux pas me permettre de passer non plus des journées dessus pour le moment. Peut-être qu'au fur et à mesure, voilà, mais globalement, j'arrive à avoir pour moi un travail optimal, un travail de recherche optimal grâce à l'IA, justement. Et les salariés, en tout cas, qui savent prompter l'IA, d'après des recherches que j'ai fait, c'est assez dingue ce chiffre-là. Les salariés donc, qui savent prompter l'IA gagnent en moyenne 56% plus que leurs collègues. 56%. Voilà, je vous laisse avec ce chiffre-là. C'est quand même assez dingue. Alors, maintenant, comment monter en compétence sur l'IA agentique ? Comment faire ? Voilà. En fait, simple, Là, c'est un guide simple que je vous donne. Il faut comprendre les outils de base. Utiliser ChatGPT. Je vous ai fait un tutoriel d'ailleurs complet sur ChatGPT, je crois, il y a 1 mois ou 2 mois, non, un peu plus, il y a 3 mois. Vraiment top. Il n'a pas fait beaucoup de vues, étonnamment, mais il est vraiment super bien. Donc allez voir, regardez cette vidéo. C'est vraiment un guide complet, en fait, pour comprendre déjà ce que fait ChatGPT et pour l'appliquer, le mettre en place. Donc, rédaction, analyse, code, tout ça, vous pouvez le faire. Claude Anthropique, qui est meilleur. Moi, j'utilise maintenant Claude. Je le trouve bien plus performant sur toutes les tâches que ChatGPT. Il est meilleur sur le raisonnement, les longs documents, le copywriting. Il est excellent, je trouve, là-dedans. Et puis, vous avez Gemini de Google, qui a l'intégration avec les outils Google. La génération d'images fonctionne quand même mieux sur Gemini avec que ChatGPT, donc bien pour générer des images. Et on peut maintenant générer de la musique avec Gemini, c'est sorti ce matin, donc voilà, c'est cool. Il y a Suno qui est excellent d'ailleurs pour la génération de musique. Également, il faut se former sur les agents autonomes. Make Zapier, même si avec les agents IA, ça prend un coup de vieux ces outils-là. Donc je vous invite à vous y intéresser, mais pas y passer non plus trop de temps, parce que là, ça fait mal. Ou sinon, vous intéressez directement à N8N, qui est quand même bien meilleur. Agent qui publie du contenu, gère des leads, analyse les stats, voilà, ça vous permet d'automatiser beaucoup de tâches. Maintenant, pareil, le métier, j'ai pas évoqué tout à l'heure le métier de développeur, mais c'est un cas typique. Pour moi, les développeurs ne vont pas disparaître. Alors, certains, oui, mais pas tous. Et ceux qui vont rester, ça va être vraiment, ils vont être en supervision. En fait, pour moi, un développeur, à partir de là, 2026,
Ça va être quelqu'un qui va être là, qui va avoir son armée d'agents, les agents vont code pour lui, et lui va revoir et corriger les projets. Voilà, moi je le vois comme ça. Il va donner la direction, en fait. Voilà, donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc les outils, en tout cas, sont de plus en plus no-code. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Clairement, c'est incroyable ce qu'on peut faire. On a aujourd'hui la possibilité de quasiment développer en no-code, développer en vibe coding, ça s'appelle également, quasiment n'importe quelle application, en fait. Hein. C'est juste fou. N'importe qui peut quasiment le faire, quoi. C'est trop bien. Stratégie simple, testez un outil par semaine et intégrez-le dans votre process. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller petit à petit, de pas tout mettre d'un coup. Si aujourd'hui vous n'utilisez pas du tout l'IA, commencez par un classique LLM style ChatGPT, Claude ou Gemini. Moi je vous conseille plutôt Claude, mais après à vous de voir. Et ensuite, intéressez-vous après à l'automatisation et après au no-code pour remplacer peut-être certains outils, certaines features que vous utilisez dans votre entreprise pour avoir votre propre système. Voilà. Et surtout, la quatrième étape pour, on va dire, se positionner face aux agents, face à l'IA qui est là, c'est de se différencier, en fait, de son agent IA, d'avoir sa propre histoire, sa personnalité, son point de vue unique. Et c'est ce que je fais en fait finalement dans ce podcast, c'est ça, c'est de créer une confiance avec son audience, ce qu'on a en nous et pas en un bot, notre expertise sur le terrain, les erreurs qu'on a fait, voilà, c'est ce côté humain en fait qu'il faut mettre en avant, revenir. Et si aujourd'hui vous hésitez encore à créer une chaîne YouTube, à créer du contenu, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que maintenant. En fait, c'est maintenant où vous devez en fait vous montrer, en fait, créer du contenu lié à votre personne, à la personne que vous êtes. Voilà, et c'est ce qui va sur le long terme faire la différence par rapport aux personnes ou au contenu qui va être uniquement créé avec l'IA. Et ça, c'est la grosse différence. Donc, en tout cas, dans le business en ligne, et j'ai pas évoqué ce sujet-là, ou il me semble que oui, mais rapidement, sur mes 10 leçons essentielles, c'est que l'audience achète une personne avant d'acheter un produit. Ça arrive, quelquefois, parce que cette personne, on lui a fait confiance. Donc, pas pour la première vente, mais après, ça coûte 7 fois moins cher de convertir un client qu'on a déjà converti. Et donc, là, que d'aller en chercher un nouveau. Donc là, c'est l'audience achète pour la personne. Et ça, c'est important. L'IA, elle peut produire du contenu, mais elle ne peut pas avoir une communauté. C'est pareil. Moi, demain, je crée une IA qui porte mon nom. Les gens ne vont pas s'abonner à cette IA. Ils vont continuer de s'abonner à moi. Logique. Et puis, la vraie protection, c'est de devenir une marque personnelle forte. De développer le personal branding. C'est pour ça que j'ai renommé d'ailleurs toutes mes chaînes à mon nom. Voilà, je développe mon nom. Mon site internet a été créé il y a quelques temps. C'est ça en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de mettre en avant son personal branding, d'exister encore plus en tant que personne et d'avoir l'IA qui nous aide en fait à créer le contenu qu'on a envie de créer, à être productif, à créer tout ce qu'on a besoin de créer. Donc c'est comme ça que je vois en fait les choses par rapport à l'IA et c'est peut-être comme ça que vous devez adopter le bon positionnement vis-à-vis de l'IA. Voilà donc en tout cas les solutions vis-à-vis des agents IA, parce que pour moi c'est pas blanc ou noir en fait. Je pense que tout est gris et on a moyen en fait de clairement en tirer profit et de s'en sortir vraiment très très bien. Donc résultat en tout cas, je pense que si vous ignorez l'IA, clairement aujourd'hui c'est une erreur, vraiment. C'est une erreur de ne pas considérer l'IA, de l'ignorer dans son business, parce que je pense que vous produisez moins vite que des concurrents qui l'utilisent. Alors, je dis pas que le but c'est de faire de la quantité, je dis pas ça, ni d'être le plus rapide possible, c'est juste que vous allez perdre du temps des fois pour des tâches qui n'en valent pas la peine. L'IA aujourd'hui permet de gagner du temps. Votre coût de production peut également rester élevé. Et on le sait aujourd'hui, c'est compliqué parfois de se lancer sur un marché, notamment à cause des coûts qui sont parfois très élevés. Là, l'IA peut également vous faire des économies. Il y a également, vous pouvez rater des opportunités de croissance. Voilà, ça peut arriver. C'est dommage aujourd'hui de ne pas croître quand il y a des périodes de temps qui le permettent réellement. Et puis, dans 2-3 ans, de toute façon, certaines tâches que vous faites manuellement seront 100% automatisées. Là, je le vois de plus en plus par rapport aux miniatures YouTube. Ça, c'est un truc, ça tient encore de par la bonne volonté de certaines personnes qui continuent de produire, qui continuent de prendre des prestataires pour ça.
Mais au bout d'un moment, non. Moi, quand j'ai des personnes qui me contactent pour me vendre une miniature 50 €, je leur dis non, les gars. Enfin, c'est pas possible. Je comprends que derrière, vous avez peut-être du travail, la création, etc. Mais là, pour le coup, c'est pas possible. Je sais qu'en plus derrière, le problème c'est que derrière, la plupart en fait vont utiliser un soft qui va générer une miniature IA et en fait c'est juste pour le revendre 10 fois plus cher quoi. Et encore, 20 fois plus cher. Donc c'est le souci en fait, c'est le souci. Par contre, j'ai déjà eu des agences qui m'ont contacté qui elles se proposent de faire un suivi complet. C'est-à-dire toutes les vidéos que je sors, elles s'occupent de faire la miniature avec une analyse, etc. Elles en font même plusieurs pour l'A/B testing. Donc là, d'accord, là, il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie valeur ajoutée que l'IA peut pas faire. Pas encore, du moins. Et puis, ça garde un côté humain aussi. Donc ça, c'est très bien. Mais voilà, faut faire attention à son positionnement aussi. C'est aussi ce que j'évoquais au niveau de mon agence, Ask Optimize. C'est-à-dire que chez Ask Optimize, vous nous contactez, on vous fait un suivi complet du projet. On vous sort pas un truc comme ça, généré avec l'IA, et hop, débrouillez-vous. Il y a un suivi, il y a une expertise complète que l'IA ne peut pas encore offrir, en fait. Et c'est ça qui change beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a adopté aussi ce positionnement-là, parce que on essaie d'être visionnaire, on essaie de voir comment ça va évoluer. Par contre, si aujourd'hui vous adoptez l'IA, je pense que sur votre tâche répétitive, vous allez diviser par 2 ou 3 le temps de travail. Quel bonheur, vraiment, les tâches répétitives, c'est l'enfer. Le contenu, vous pouvez sortir peut-être 3 fois plus d'articles, des emails et des posts en même temps. Je dis pas qu'il faut sortir 3 emails, 3 newsletters par jour, mais au moins, vous pouvez peut-être tenir la cadence d'une newsletter par semaine, de une nouvelle vidéo par semaine, de 3 posts sur les réseaux sociaux par semaine. Voilà, peut-être que grâce à ça, vous pouvez tenir enfin vos délais. C'est une bonne chose. Les revenus aussi, les entreprises qui utilisent bien l'IA ont une croissance du CA employé 3 fois supérieure. Donc ça, c'est une étude de PwC, c'est-à-dire que en fait, elles ont une croissance donc, de chiffre d'affaires qui est 3 fois supérieure. Donc en gros, il y a un scaling en fait qui se fait. Et moi, je pense qu'on peut le voir aussi dans le sens où, en tant que solopreneur, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je suis tout seul dans l'entreprise, et j'emploie à côté des freelances pour m'accompagner sur des missions précises, ce que je fais également pour Ask Optimize. Là aujourd'hui, ce type de vidéo-là que vous voyez va être monté par quelqu'un. Donc voilà, moi je délègue encore des choses à des personnes, mais le reste, tout ce que l'IA est capable de faire, je lui fais faire directement. Et puis au niveau de la qualité de vie, moins de tâches chiantes, clairement, c'est ce que je me suis noté, c'est le mot, voilà, c'est plus de temps sur la stratégie. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut voir. Imaginez un scénario. Imaginez un scénario où que vous, dès maintenant, là, avec OpenClaw notamment, ou CloudBot, vous pouvez avoir un assistant qui rédige vos emails, qui structure vos articles, qui répond à vos commentaires, qui analyse vos statistiques, gratuitement, 24/24, sans se plaindre. C'est exactement ce que l'IA peut faire aujourd'hui. C'est exactement ce qu'un OpenClaw peut vous faire. C'est exactement ce que vous pouvez faire déjà depuis quelques mois avec un N8N et toutes ces automatisations-là. Donc ça, vous pouvez le faire. Et gratuit quasiment. Le serveur, le VPS que je paye sur Hostinger pour OpenClaw, c'est un peu moins d'une dizaine d'euros par mois. Et les tokens, j'ai optimisé à fond. Je suis sur une IA chinoise qui est, je crois, Kimi 2.5, qui me permet d'avoir un coût au token 97% inférieur à du OpenAI ou du Claude. Donc c'est super, ça me coûte rien, en fait, quasiment, même pas 10 euros par mois, et je peux lui demander tout ce que je veux. Donc ça, c'est top. Voilà, vraiment, c'est génial. Et pour finir un peu sur une partie chiffres, il y a 1% des logiciels d'entreprise qui utilisaient les agents IA en 2024. C'est pas beaucoup. Ce chiffre passe à 33%, devrait passer à 33% d'ici 2028. C'est énorme, on est à x28, voilà, apparemment, c'est juste dingue. Et le marché des agents IA, 5 milliards de dollars en 2024, c'est estimé à 1800 milliards d'ici 2033. Voilà. Et le créateur, je vais terminer là-dessus, le créateur d'OpenClaw, donc cet agent IA open source, qui a développé ça il y a 3 mois, c'est assez dingue, le mec a développé ça de son bureau il y a à peine 3 mois, l'a mis sur le marché, et vu le succès que ça a eu, je crois qu'il y a plus de 200 notes sur GitHub, etc., ça m'a fait le buzz énorme, et tout le monde en parle en ce moment. Il a effectué un deal avec OpenAI,
et je crois un deal à 1 milliard à peu près de dollars, et il travaille maintenant chez OpenAI. Donc c'est juste dingue, et on voit, c'est très souvent quand on voit qu'il y a des rachats comme ça qui sont faits, très rapides, où vraiment, tout le monde voulait le recruter, ce mec-là, hein. Tout le monde, hein, Anthropic, OpenAI, Google, tout le monde le voulait, et il a choisi finalement OpenAI. Mais ça montre en fait à quel point en fait il y a une impétence pour ça, et que c'est en train d'arriver, et c'est en train d'exploser. Donc vraiment voilà, en tout cas je pense que vous avez la réponse. Est-ce que les agents IA vont nous remplacer ? Oui et non, voilà, ça dépend en fait de comment vous vous positionnez, et ça dépend comment vous adoptez, et vous adopterez l'IA dans les prochaines semaines. Et je vous ferai des vidéos sur la chaîne principale, une vidéo je pense complète sur OpenClaw, je vous ferai d'autres vidéos qui vont arriver, voilà. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, je vais essayer de partager un petit peu mes avancées là-dessus, ma R&D on va dire, sur tout ça. Et puis voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai pris énormément de plaisir à vous parler de ce sujet qui est hyper important, qui me tenait à cœur. Voilà, donc j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Abonnez-vous évidemment au podcast du Cyber Indépendant, voilà, le podcast hebdomadaire. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. Vous aurez également en description de cet épisode tous les liens vers une formation gratuite pour lancer votre activité sur Internet. D'ailleurs, on utilise l'intelligence artificielle. Les liens vers les outils que j'utilise. Bref, enfin, vous avez tous les liens dans la description. Si vous souhaitez me contacter, échanger avec moi, si un jour, d'ailleurs, vous souhaitez qu'on fasse un podcast ensemble, ça serait avec grand plaisir que je pourrais vous accueillir. Donc comme ça, on peut faire un podcast avec un invité, j'en ai déjà fait plusieurs, c'est des épisodes qui en général marchent bien. Donc si vous avez une belle histoire, si vous avez des choses à raconter, eh bien contactez-moi sur Instagram, et puis on discute de tout ça tranquillement, on peut faire un épisode ensemble. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, si vous souhaitez directement échanger avec moi, réserver un coaching. Voilà, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, parce que c'est vrai que mon temps est quand même assez précieux, surtout en ce moment, je fais beaucoup de choses, mais si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, que je vous accompagne pendant 1 heure, n'hésitez pas à réserver un coaching avec moi en one-to-one, comme ça je vais répondre à vos questions, à vos problématiques, on va essayer de débloquer tout ça, et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a eu pas mal de promos d'ailleurs dans cet épisode, hein. Ouais, bah, c'est mon podcast après tout, je fais ce que je veux quand même, voilà. Allez, tant que je suis là, en tout cas, je ne suis pas remplacé. Donc vous continuerez à me voir encore un beau moment, je pense, sur cette chaîne YouTube et sur ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée, et surtout, à votre succès.